nous entamons la deuxième partie, la deuxième conférence. Donc, comment investir ou soutenir un projet via une plateforme de financement participatif. Donc, on a eu déjà un petit aperçu tout à l'heure de ces plateformes. Et là, on va avoir plusieurs témoignages de plusieurs plateformes qui sont ici autour de la table. Alors, on aura d'abord Cédric Fabre qui va intervenir à nouveau, un expert juridique, donc qui va plutôt, lui, nous présenter justement tous les aspects réglementaires. Puis nous aurons Philippe Gaborio de la plateforme de financement participatif pour start-up et PME, c'est le président de Happy Capital. Nous avons Mathieu Trouva, Relations entreprises Uniland, première plateforme permettant aux TPE-PME françaises d'emprunter directement auprès du grand public. Nous avons après Aurélia Van Cotte, responsable des campagnes Hello Asso, première plateforme dédiée aux associations françaises. Julien Vort, cofondateur du site et directeur général Fundovino, première plateforme dédiée au monde du vin. Voilà, et puis, je ne sais pas si l'entreprise président Limo est arrivé ou va arriver, nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, il y aura Martin Schnapper, gérant de d'Aquitaine, qui interviendra et clôturera cette séance. Alors, comme on a pris un petit peu de retard, eh bien, je vais être obligé de dire à chacun des intervenants de veiller à plutôt à être à 7 minutes plutôt qu'à 10 d'intervention. Voilà, je cède la parole à Cédric Favre qui lui avait droit à 15 minutes, donc il aura un peu plus de 10. Merci, 10 minutes seront suffisantes. Donc, après avoir fait une introduction sur le cadre en soi du financement participatif, j'ai parlé du cadre réglementaire. En commençant par vous présenter un petit peu la naissance du mouvement du crowdfunding qui date de 2008 et qui est parti plutôt des USA pour arriver ensuite en Europe, d'abord en Angleterre et enfin en France. Au départ, pas du tout de législation. Donc, la loi est comme la nature, elle a horreur du vide. Moralité, à partir de 2013, les pouvoirs publics nationaux ont commencé à s'emparer du sujet sérieusement avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, avec la commission CPR de prudentielle, la CPR, je me souviens jamais, autorité de contrôle prudentiel. Merci. C'est pas mon domaine, hein, c'est pas mon domaine, le code monétaire et financier, qui s'est emparé du sujet et qui a publié un guide de l'AMF a été publié. Ce guide très réglementaire et très dur à lire sans tomber dans le coma avait pour but de faire un premier travail de défrichage du sujet, de défleurage du sujet pour voir un petit peu tout ce qui pouvait être fait. À savoir qu'on avait un financement participatif qui était né sans cadre réglementaire et on ne savait pas comment le faire entrer dans les cases. Plutôt que d'essayer de le faire entrer dans les cases, on a décidé en 2014 de publier, de promulguer une ordonnance. Une ordonnance, c'est un petit peu en dessous d'une loi, c'est un texte qui est décidé par le gouvernement et qui est après accepté par le Parlement. Je reviendrai dessus. L'ordonnance a fait un petit qui est un décret d'application sur des éléments plus techniques. L'ordonnance étant là pour faire un cadre général. Et depuis, on s'est demandé un petit peu ce qu'était le financement participatif. Je l'ai dit, je le redis et je vais le redire sur la slide suivante, il n'y a pas de définition légale en tant que telle. En tant que juriste, si je devais définir ça, et je crois que les comptables seront d'accord avec moi, c'est de l'intermédiation financière sous la forme d'encaissement pour compte de tiers via plateforme web. Ah, je crois que j'ai un blanc ici. Je crois que j'ai un blanc. J'ai essayé de vous présenter une définition très générale, mais aussi très juridique. Le financement participatif, la DGE, la Direction Générale de l'Emploi, sur son site, a défini ça comme un mécanisme qui permet de collecter les apports financiers, généralement des petits montants, d'un grand nombre de particuliers au moyen d'une plateforme sur Internet en vue de financer un projet. Je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien direct. Voilà.
C'est une définition qui est présentée. Vu qu'il n'y a pas de définition légale et juridique en tant que telle, on peut le définir un petit peu comme on veut et comme on l'entend. L'objectif, c'est de savoir que c'est un mécanisme de financement de projet. Les objectifs de la législation sont toujours les mêmes. Apporter un cadre juridique clair. Mais déjà, ce cadre juridique clair, il est contraint par le fait qu'il n'y a pas de définition. Donc la notion de clarté, elle est un petit peu chancelante. Sécuriser. Sécuriser les opérations de financement. Pas le financement participatif en lui-même et dans sa généralité, mais sécuriser les relations qui sont induites entre, d'un côté, les porteurs de projets, de l'autre, les financeurs. Avec des intermédiaires qui arrivent en jeu. Et enfin, créer des régimes dérogatoires au Code des marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouvait avant, de manière très succincte, sous deux possibilités. Soit on fait appel à des actions et donc offre publique d'achat de titres financiers, et on est soumis à certaines règles très contraignantes, notamment le fait d'avoir une société anonyme, et on avait après des offres privées de titres financiers pour pouvoir financer auprès des petits projets, des petites startups, pour pouvoir s'adresser plutôt à des communautés restreintes telles que des business angels. Et donc là, on est sous une forme hybride, parce qu'on a appel public via plateforme, mais sous forme de petits financements. Donc est arrivée l'ordonnance 2014-559 relative au financement participatif, laquelle a abouti à la publication d'un décret lui aussi relatif au financement participatif la même année. Quels sont les apports de cette législation, de cette réglementation? Évidemment, ils sont multiples, mais on fait une distinction légale en tant que telle avec un titre premier et un titre second. Le titre premier concerne les titres financiers, l'equity, la prise de participation financière. Ce titre premier introduit un statut spécifique et crée le rôle de conseiller en investissement participatif. Le titre 2 traite des prêts et des dons. On entend par don toute forme de don, pas que des dons purs, aussi des dons contre récompense. Donc de la prévente, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, on crée vis-à-vis de ce statut le rôle d'intermédiaire en financement participatif. D'un côté, conseiller en investissement participatif, CIP, de l'autre, IFP, intermédiaire en financement participatif. Ces rôles sont forcément tenus par des personnes morales avec derrière des personnes physiques qui opèrent. Mais en fait, il faut des sociétés qui soient derrière, sociétés ou associations. Ces règles sont soumises, ces rôles sont soumis à des règles de bonne conduite, et des contraintes concernant les personnes qui gèrent ça. Le financement participatif est donc une campagne menée au moyen d'un site internet. C'est l'ordonnance elle-même qui le dit. L'ordonnance créant des articles de loi qui sont intégrés dans le Code des marchés financiers. Pour pouvoir opérer en tant que CIP ou en tant qu'IFP, il faut disposer d'un agrément. Et il faut fournir un certain nombre de documents. Documents vis-à-vis de la responsabilité du porteur de projet, comme quoi il est engagé, avec pour objectif, surtout, l'information claire et préalable au profit du financeur. Et là, moi j'identifie vis-à-vis de cet objectif d'information claire et préalable la même chose qu'en matière de droit de la consommation. Informer le consommateur. Excusez-moi d'utiliser ce terme-là de consommateur vis-à-vis des financeurs, mais je vois des passerelles d'un point de vue intellectuel, je vois beaucoup de passerelles. Concernant l'investissement participatif, donc la prise de participation de titres financiers, que ce soit des obligations ou que ce soit des actions. C'est le Code monétaire financier, article 547-1 et suivant, qui met en place ça et qui définit ça comme une activité menée au moyen d'un site internet concernant des titres financiers, donc actions pour devenir actionnaire, obligations pour devenir obligataire, c'est-à-dire bénéficier de revenus financiers sans avoir une part de la société. C'est un régime qui est dérogatoire aux offres publiques de titres financiers, j'ai déjà dit, et le projet doit être limité à 1 million d'euros maximum, si je ne m'abuse. C'est ça? Merci, j'ai eu peur, tout d'un coup. L'obligation est de créer aussi, il y a une obligation préalable de créer une ESA, une société anonyme, une société en général, mais c'est une ESA, une SCA, une société en commandite par action, ou une SAS, une société par action simplifiée. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces actions ou ces obligations soient attachées à une structure. In fine, le rôle du CIP, c'est un rôle de conseiller, d'où le C. Conseiller, ça veut dire quelqu'un qui apporte aide, assistance et conseil
à la personne. Ceci implique des contraintes et des obligations et de la responsabilité vis-à-vis du conseiller en investissement participatif. Cette constitution et cette émission d'actions et d'obligations obligent à avoir des actionnaires ou des obligataires qui soient pris en compte. Pris en compte avant tout dans les statuts de la société. Si votre société est déjà constituée, vous pouvez modifier les statuts ou faire un pacte d'actionnaires particulier qui s'adresse aux financeurs participatifs. On l'a vu tout à l'heure. Le problème, c'est que comment gérer les actionnaires avec un qui est à Lille, un qui est à Tours, l'autre qui est à Blois et un quatrième qui est à Marseille. Donc souvent, au moins pour les réunions concernant les conseils d'administration, plutôt les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, de pouvoir créer et mettre en place des assemblées qui peuvent être tenues via mode de communication électronique type Skype ou Google Drive. Faut faire attention à ça. Vient ensuite le prêt et le don. Le prêt et le don qui est pris en charge par le rôle d'intermédiaire en financement participatif. Le prêt et le don, Code des marchés financiers, article L548-1 et suivant. Ça concerne le crédit, le prêt ou le don, chacun ayant des aspects différents. Le crédit implique un remboursement avec intérêt. Le prêt n'implique pas de remboursement avec intérêt. Et enfin, le don n'implique pas de remboursement. Attention, dans don, on comprend aussi prévente. La prévente, c'est pas du remboursement, c'est de la vente. Et il y a de la TVA dessus parce que c'est de la vente à un client final. Le Code des marchés financiers définit un projet comme un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de services concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier. C'est un rôle d'intermédiation. Le rôle de l'intermédiaire en financement participatif, le rôle de l'IFP est beaucoup plus allégé que le rôle de conseiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a avant tout du don. Du don, c'est relativement simple. Il y a un décaissement de la part du financeur et un encaissement de la part du porteur de projet. Ça devient un peu plus compliqué et un peu plus ric-rac vis-à-vis du crédit et du prêt. Il faut faire attention à ça. L'intérêt du don étant, à mon avis, de pouvoir faire de la défiscalisation. On en a parlé tout à l'heure. Si ça vous intéresse, on a mis au point à AEC un guide du financement participatif qui commence mettant un petit peu daté et on commence à préparer une deuxième version à laquelle participera Philippe. Je vous remercie. Merci Cédric Favre de l'Agence du numérique de la région Aquitaine. Alors le petit document dont parle Cédric à l'instant, c'est celui-ci que j'ai pu lire. Très détaillé, très pédagogique, vraiment. Alors s'il y a une version nouvelle, ce sera encore... c'est pour dans 6 mois. Hein. Dans 6 mois. Dans 6 mois. Non, mais c'est très... Vraiment, très bien. Sans plus tarder, on passe la parole à Philippe Gaborio, avec ce micro. Happy Capital. Bonjour. En fait, je préfère être debout. Je vais m'écarter pour vous laisser voir la présentation. Alors, moi, je vais vous parler très précisément de financement participatif sous forme d'action. C'est-à-dire, ça donne la possibilité de devenir actionnaire d'une entreprise. Alors, au préalable, je vais vous expliquer, à mon avis, pourquoi le crowdfunding existe et va perdurer dans le système de financement actuel des entreprises. Je vais vous raconter ma propre histoire, une histoire de prise de risque avec la création de Happy Capital. Rapidement, comment ça se passe en pratique, et pour un porteur de projet, et pour un investisseur. Et puis, les quelques particularités, même si on ne rentrera pas dans les détails, liées au crowdfunding, et les avantages, d'un côté pour les investisseurs, et de l'autre pour les entrepreneurs. Alors, au préalable, j'aime bien raconter l'histoire pour vous mettre dans le contexte de Mathieu et Julien. Mathieu et Julien sont les fondateurs d'une société qui s'appelle Art of Soul. Et en fait, ils conçoivent, ils fabriquent et ils commercialisent des espadrilles. Donc c'est un dossier emblématique de Happy Capital parce que Julien et Mathieu sont venus me voir en octobre 2013. Ils réalisaient déjà 700 000 € de chiffre d'affaires. Ils avaient un résultat positif. Ils vont voir leur banquier.
Ils leur disent, voilà, aujourd'hui on vend à l'export, on vend sur les sites internet, Zalando, enfin tous les sites que vous connaissez bien, mesdames, et peut-être messieurs. Et puis ils disent à leur banquier, maintenant on a envie de passer de cette stratégie à une stratégie également physique, de rencontre avec le client final, et donc d'ouvrir des magasins physiques. Et leur banquier leur dit, attendez, vous êtes en train de changer de modèle, n'y pensez même pas, restez comme vous êtes, parce que bon, bien entendu le banquier était un expert en stratégie, et donc refus du banquier. Ils vont voir leur expert comptable, excusez-moi, mais leur expert comptable en 2013 leur dit le crowdfunding, je connais pas, je sais pas ce que c'est. En tout cas, si vous y allez, vous risquez d'aller en prison, ça c'est le premier point. Le deuxième point, votre boîte elle vaut rien, donc vous êtes des voleurs, donc vous n'allez pas commencer à demander de l'argent aux gens alors que votre boîte ne vaut rien. Voilà, donc ils m'ont appelé, ils étaient un petit peu désespérés. Ils m'ont raconté leur histoire, je suis rentré dans le dossier. On a mis le dossier en ligne courant novembre et ils cherchaient 250 000 euros et 4 semaines après, on avait récolté 320 000 euros. Voilà. Donc, merci. C'est plutôt Julien et Mathieu, les investisseurs, qu'il faut remercier. Mais merci. Voilà, donc c'était quand même pour vous expliquer un peu le contexte compliqué dans lequel on évolue. Alors, c'est ce que je viens d'évoquer, en fait, c'est vraiment, on a un problème de financement des entreprises entre 100 000 et 1 million d'euros. Pour moi, c'est essentiellement dû aux règles prudentielles que vous avez évoquées tout à l'heure. BAL 3 pour les banques, Solvency 2 pour les assureurs. Ils analysent les dossiers et en fonction de votre critère de risque, en fait, ils peuvent ou pas investir dans votre dossier. Ça ne s'adresse pas uniquement aux banquiers, ça s'adresse également aux fonds d'investissement. C'est-à-dire que les fonds d'investissement sont eux-mêmes alimentés, alors ils étaient alimentés jusqu'en 2012 à 70% par les banques et les assureurs. De mi-2012, il y a une fracture qui a été publiée sur le site de l'Association des conseillers en investissement financier, qui s'appelle l'AFIC. Et en fait, ils ont publié que les fonds de fonds, ceux qui récoltent les fonds pour les fonds d'investissement, avaient eu une récolte de moins 70% auprès des banques et des assureurs, du fait de ces règles prudentielles. Donc maintenant, ils vont chercher des fonds ailleurs, auprès de fonds souverains, Qatar, Chine, pays nordiques. Voilà, c'est très compliqué. J'ai même rencontré des fonds de fonds qui m'ont demandé si je pouvais leur lever des fonds. Bon, c'est rigolo, mais je leur ai dit que j'étais en bas de la chaîne et que je savais pas faire. Mais bon, ça explique quand même que c'est très compliqué pour une entreprise, aujourd'hui un entrepreneur, de se financer. Le deuxième point, en fait, je crois que tous ces phénomènes sont arrivés en même temps, ou peut-être suite d'ailleurs à la crise de 2007. Il y a eu un effondrement de la bourse, elle était à 6000 points encore en début 2007. En 2008, en tout cas, elle était descendue à 3005. Aujourd'hui, elle est à 4000. Elle remonte pas. On a perdu 2000 points. Donc, s'ils avaient mis un petit peu d'argent en bourse, il va falloir attendre un petit moment avant que ça remonte. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, les investisseurs, placer leur argent en bourse, c'est compliqué. C'est loin d'être gagné. Et avant d'avoir les performances d'avant-crise, ça va être très compliqué. D'autre part, on rencontre de plus en plus d'investisseurs qui nous disent... on a un peu d'argent de côté, donc soit on épargne, c'est super, livret A, 1%. Assurance vie, indexé sur les fonds euros, 1%, c'est super. Ou ensuite, ils vont voir leur banquier qui leur dit, vous allez placer dans des SICAV, dans des FCPI, dans des quoi? En fait, on ne sait pas dans quoi ils investissent. C'est très compliqué si vous n'êtes pas averti de savoir où va votre argent. Et en fait, on s'est rendu compte que les investisseurs, qui sont aussi des consommateurs, donc je continue de les appeler consommateurs, cherchent à investir différemment. Maintenant, ils veulent que leur argent ait du sens, donc ils veulent une proximité avec leur placement. Et pour finir, voilà. Côté usage, bien entendu, depuis quelque temps, avec le développement et l'avènement d'Internet,
L'information se transmet beaucoup plus facilement. On a accès à la connaissance, à l'information, aux commentaires. Et donc, le consommateur veut devenir consommateur. Il veut choisir par lui-même. Et les investisseurs veulent devenir investisseurs. Voilà, ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est l'idée. Parallèlement à ça, alors, c'est assez bizarre, mais le cadre réglementaire nous aide également énormément. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'un investisseur choisit de prendre des parts dans une entreprise qui est en augmentation de capital, si cette entreprise a moins de 5 ans, il peut bénéficier de déductions fiscales, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'ISF, s'il est à l'ISF. Donc l'ISF, c'est 50% du montant investi jusqu'à 90 000 euros, donc c'est très intéressant. Et bien entendu, vous pouvez également investir via un PEA ou un PEA-PME. L'avantage de l'investissement via le PEA ou PEA-PME que vous ouvrez auprès de votre banque, c'est que vous ne paierez pas les plus-values si vous gardez vos parts plus de 5 ans. Voilà. Donc si on imagine que vous investissez dans une start-up qui sera peut-être le Facebook de demain, avec un multiple x 100, x 1000, zéro plus-value dessus. Bon, il faudra quand même payer la contribution sociale généralisée. Alors, j'ai créé Happy Capital en début 2013. Pourquoi ? En fait, j'ai une autre structure où j'organise des levées de fonds, plutôt auprès de professionnels, business angels ou fonds d'investissement, et j'avais dans mon portefeuille des clients pour lesquels je réalisais des opérations de levée de fonds et des opérations de levée de fonds inférieures à 1 million d'euros. Et donc, mi-2012, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, j'y arrivais plus. J'étais un peu dos au mur pour l'un de mes clients et je cherchais une solution et je regardais ce qui se passait outre-Atlantique. J'étais émerveillé par Kickstarter qui récoltait déjà 700 millions de dollars à l'époque. Et d'un seul coup, Eureka, j'ai dit à mon client, bah, écoute, je vais te créer un site et on va essayer de chercher, je suis trop lent, c'est ça, je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer de te lever des fonds, je vais essayer de lever des fonds sur Internet. Et voilà, donc j'ai créé la société comme ça, et puis ensuite je me suis rendu compte que j'avais d'autres sociétés qui étaient dans le même cas que celle-là, et je les ai mises en ligne. Voilà, donc lancement, mars 2013, avril 2013, l'AMF m'appelle, Autorité des marchés financiers. Donc là c'est assez flippant quand l'AMF vous appelle et vous demande d'aller les voir à côté du palais Brongniart, dans le 2e. J'avais pris je le dis en rigolant, mais c'est vrai. J'avais mis le numéro de mon avocat en favori parce que je me demandais ce qui allait se passer. Et puis en fait, ça s'est bien passé. Et tant et si bien qu'avec d'autres plateformes, on a été mis autour de la table pour l'élaboration du projet de loi. Et c'était assez flippant. Et puis donc, 2014, 1er octobre, jour 1, année 0 du crowdfunding, puisque la mise en application de la nouvelle loi, c'est depuis le 1er octobre. Alors le crowdfunding, en fait, c'est souvent une idée, et puis on fait appel à la fois au cœur et à la raison pour que les investisseurs investissent dans un projet. Vous êtes une entreprise, en fait, vous pouvez lancer votre campagne en ligne. On a mis en place un canevas, et vous voyez le projet se réaliser au fur et à mesure et se créer au fur et à mesure sur la plateforme. Alors, au début, il est en version offline, le temps qu'on finisse de l'analyser, de l'accepter et d'accepter de le mettre en ligne. Et après, il passe en version online. Alors, quand vous êtes investisseur, Symbot, notamment, en fait, avec les nouvelles règles, on n'a pas le droit, on nous le reproche souvent, mais en fait, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas découvrir un projet sans vous inscrire. Pourquoi ? Parce que pour les questions qu'évoquait Cédric tout à l'heure, on a un rôle de conseiller et on doit vous avertir notamment sur les risques. Donc, si vous voulez consulter le projet, si vous êtes connecté, bon, c'est bon. Sinon, vous créez un compte et avant de créer le compte, vous avez bien indiqué que vous avez compris les risques que vous encourez. Alors, les principaux risques, c'est, parce qu'il faut le dire, c'est le risque de perdre le capital que vous avez investi. Donc pas plus, mais vous pouvez perdre tout le capital que vous avez investi.
Le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle un risque d'illiquidité, c'est-à-dire la difficulté à revendre vos titres. Voilà. Donc, on essaie de le préparer dès le début en communiquant avec le chef d'entreprise, en réfléchissant aux pistes de sortie pour qu'il rachète les parts des investisseurs. Mais c'est un vrai risque. Ça concerne les actions. Vous faites partie des derniers créanciers également, en ce qui concerne l'exigence de votre dette. En ce qui concerne les obligations, puisqu'on a le droit également d'émettre des obligations, c'est-à-dire il s'agit d'emprunts obligataires. Là, en fait, en termes de seniorité de la dette, vous êtes avant les actionnaires, mais après les banques. Voilà, donc après, vous avez le droit d'accéder au projet. Je vous laisserai aller sur la plateforme et découvrir les projets. Je crois qu'on est pris par le temps. Intéressant. Pour réussir sa levée de fonds. Alors déjà, un point très important, c'est d'avoir une activité orientée consommateur, B2C. Même si on voit de très beaux projets orientés B2B, une entreprise qui vend à une entreprise, c'est aujourd'hui qu'on a du mal à créer le lien entre les investisseurs et ce genre d'activité. Et je pense que ça viendra, on y arrivera. Il y a aussi une éducation à avoir, une culture. Donc ça arrivera, mais c'est encore trop tôt. Donc pour l'instant, plutôt des projets orientés consommateurs. Je dirais également, si vous êtes entrepreneur, il faut avoir envie de partager autre chose que le capital. Si en fait vous êtes là uniquement, on est dans le participatif, hein, il y a toujours il faut toujours avoir en tête le mot crowdfunding, la foule. Si vous voulez uniquement chercher du capital, vous dites bon, j'ai pas trouvé par la banque, je vais aller voir Happy Capital et ils vont me trouver 300 000 € et on n'en parle plus. En fait, ça marche pas. Si vous montrez pas que vous avez l'envie de faire rentrer des investisseurs, de partager quelque chose avec eux, de partager une aventure avec eux, parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, ils ont envie de partager votre aventure. C'est pas pour ça qu'ils vont être étouffants, qu'ils vont vous appeler tous les 4 matins, loin de là, mais ils ont envie que vous partagiez quelque chose avec eux. Donc si vous n'avez pas cette envie-là, faut pas faire de crowdfunding parce que ça marchera pas. Tout simplement, vous n'avez pas, en réalité, c'est une solution de secours, mais vous ne voulez absolument pas, dans le fond, ouvrir et partager votre capital. Les réseaux sociaux, on est sur de l'action, mais les réseaux sociaux sont aussi importants que pour une campagne de dons, pour la raison que j'ai évoquée juste au-dessus. Et bien entendu, en fait, ça demande une implication auprès de ses cercles, donc une implication au moment de la campagne, auprès de son premier cercle, du deuxième cercle, et également d'animation de la campagne, de répondre aux commentaires, tout ce qui se fait traditionnellement en termes de dons. La presse a une influence très importante. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ah ben, ça tombe bien. Biosantech. Je suis vraiment lent. Biosantech, c'est intéressant. Je vous en parle parce que au bout de 2 mois et demi, c'est un vaccin thérapeutique contre le sida. Au bout de 2 mois et demi, on avait levé 22 000 €. La campagne devait durer 3 mois. J'étais désespéré. Et dans ce projet, il y a le professeur Sherman, qui est le co-découvreur du virus du sida. Il y a Mark Van Berg, qui a mis au point la trithérapie. Il y a une équipe pléthorique de chercheurs, de docteurs, qui travaillent en bénévole dans cette société. On me parle d'un dossier, à ce moment-là, à l'époque, alors qu'on était à 22 000 €, d'un dossier aux États-Unis qui venait de lever 500 000 € en une semaine pour un vaccin, mais eux, ils étaient en train de l'étudier en laboratoire. Eux, ils sont en phase d'études cliniques, en phase 2 d'études cliniques. C'est la seule société au monde avec un niveau aussi avancé au niveau d'études cliniques médicales. Et en fait, ce projet a réussi à aboutir parce que la société n'était pas connue, c'était une petite société. Elle a lancé une campagne de presse. Cette campagne de presse a été notamment reprise par un journaliste du Figaro qui a fait un superbe article sur cette société. Et le week-end du 1er mai, mon site était en train d'exploser parce que il y avait trop de gens qui venaient dessus. Et on a récolté 260 000 € en un jour et demi, puis après ça s'est jamais arrêté. Et on a fini la campagne à 803 000 €. Voilà. Donc l'impact de la presse est très 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 important. Bon, je vais vous passer ça, c'est en fait quelques facteurs différenciants de Happy Capital pour essayer de finir rapidement avec ça. Côté entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire,
ça vous permet de garder le contrôle de votre entreprise. Ça permet d'augmenter vos fonds propres. Mécaniquement, quand vous augmentez vos fonds propres, ensuite vous pouvez aller chercher du financement bas de bilan auprès des banquiers. Donc ça met en place un cercle vertueux. Il faut travailler sur la valorisation de votre entreprise. C'est quand même plus simple de travailler la valorisation entre votre expert comptable et la plateforme plutôt que d'aller négocier avec d'autres professionnels, des business angels ou des fonds. On n'aura peut-être pas les mêmes objectifs. C'est une campagne de communication. C'est une vraie campagne de communication qui vous fait connaître. Il y a des sociétés qui font des opérations de crowdfunding uniquement, quasiment pour faire des campagnes de communication, parce qu'on a des flux de plus en plus importants de consommateurs et d'investisseurs sur nos sites. Et bien entendu, vos associés deviennent des ambassadeurs. Ils ont investi dans votre société, ce sont vos premiers commerciaux. Donc ça présente vraiment beaucoup d'avantages. Côté investisseur, en dehors du fait d'avoir un investissement qui a du sens, ça vous permet de diversifier également vos sources de placement. Vous bénéficiez des déductions fiscales et bien entendu avec l'espoir de faire une plus-value. Voilà, mais écoutez, j'en ai fini. J'ai mis un petit logo qui va agacer Uniland, ça s'appelle Happyland. C'est un petit scoop. Happy Capital a également pris le statut d'IFP pour faire du prêt, mais en fait ce sera uniquement, l'idée c'est de faire comme dans la vraie vie. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez chercher du financement en haut et en bas de bilan, et en fait sur les mêmes projets, vous pourrez sur la même plateforme lever à la fois du haut de bilan et du bas de bilan. Voilà, donc du prêt et des actions. Donc ça va exister, ça n'existait pas avant 10 heures, mais ça va exister d'ici quelques semaines. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Gaborio. Eh bien, on va maintenant céder la parole à Monsieur Trouva. Vous aussi, vous voulez le micro? Très bien. Très bien, je vous le passe. Réservez-vous pour les questions tout à l'heure, notez-les, et puis en fin de table ronde, ce sera les tours des questions. Merci, bonjour à tous. En transition de ce que disait Philippe, Uniland, on est donc une plateforme de prêts rémunérés permettant au grand public en fait, de prêter directement aux TPE-PME. On est aujourd'hui la première plateforme en France, en volume, et on n'a pas vocation à se mettre sur d'autres marchés comme l'equity ou le don contre contrepartie. Pour l'instant, on reste sur notre cœur de cible, notre cœur de marché qui est le financement des TPE-PME. Je vais juste vous rappeler quelques chiffres. En France, on dispose de 4 000 milliards d'euros d'épargne financière auprès des ménages français, sans compter l'épargne immobilière, qui se répartit sur trois piliers, l'épargne court terme, la bourse, le PCVM, et l'assurance vie. Les Français et les épargnants français sont en quête de donner du sens à leur argent, ça vous l'avez bien compris, et bien entendu, Uniland est une manière de simplement flécher son épargne en lui donnant du sens. Philippe a utilisé des mots que j'aime beaucoup, c'est de redonner du sens et du cœur en fait à son investissement. Je crois que je te les ai piqués en fait. Pardon ? Je crois que je te les ai piqués. Tu me les avais piqués, mais c'est pas grave, tu sais, on est très complémentaires. Et donc c'est chercher un rendement en contrepartie du risque, et c'est donner du sens à l'investissement que je vais faire en contrepartie d'un taux d'intérêt que je vais fixer. Donc en fait, Uniland, c'est une marketplace, c'est une place de marché sur laquelle je vais pouvoir émettre de la dette privée auprès des entreprises. Bon, je vais aller vite parce que je vois un hochement de tête affirmatif. On a bien flingué l'emploi du temps ce matin. Il y avait beaucoup de choses à dire et puis vous avez été très patient, vous avez tout écouté, donc on va aller vite. Bon, Uniland, équipe dirigeante, très rapidement, c'est Nicolas Le Sur, ancien directeur marketing de la financière de l'Échiquier. François Priou, qui est lui plutôt une vision entreprise, il est directeur chez DC Advisory, et au bord d'Uniland, on retrouve un certain nombre de sommités, notamment Pierre-Henri Cassou, qui est un ancien du Trésor public, qui nous a accompagnés sur toute la partie réglementaire, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a lancé l'offre de service, la réglementation actuelle que l'on connaît, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2014, n'existait pas, donc on était dans une zone grise, et on a utilisé à l'époque un instrument bancaire qui s'appelle le bon de caisse, qui date de 1937, qui était tombé un petit peu en désuétude, et qui permet aux entreprises d'émettre de la dette auprès du marché des particuliers.
Donc on a un petit avantage qui est celui de pouvoir faire émettre de la dette auprès de particuliers personnes physiques et de personnes morales. D'ailleurs, j'en profite, c'est paru dans la presse il y a 2 jours maintenant, pour vous dire que Groupama a fait un communiqué de presse et s'engage auprès d'Unilen pour prêter 100 millions d'euros sur les 4 prochaines années en tant que prêteur, hein, donc ils ne rentrent pas au capital, et ils prendront des participations au maximum de 20% sur les carnets d'or qui seront présentés des entreprises qui présenteront leurs projets sur le site unilen.fr. Donc c'est un signal fort qui montre le sérieux de notre démarche et, si il était utile de le rappeler, la pérennité du business model. Et ça montre également qu'il y a toute la place pour les épargnants français pour continuer à prêter, puisqu'ils ne prendront qu'au maximum que 20%. Claude Rousset, responsable de nos engagements chez nous. On a un partenariat avec un certain nombre d'acteurs, parce qu'on ne sait pas tout faire chez Unilen, on se concentre sur notre savoir-faire. C'est un petit peu les talents chez Unilen, c'est la conjugaison entre le monde de l'Internet et le monde de la banque. Et donc on est juridiquement agent prestataire de services de moyens de paiement. On est interfacé avec un opérateur qui est celui de Monéo, c'est la société française pour le porte-monnaie électronique interactif, qui gère la totalité des flux pour notre compte. Donc les remboursements auprès des prêteurs et les décaissements auprès de nos emprunteurs. Altares nous permet de faire du pré-scoring en amont, puisqu'on a énormément de demandes, et donc on a industrialisé en fait le sourcing des dossiers qui nous arrivent, et on est capable de dire très rapidement si un projet peut-être va pouvoir être accompagné sur notre plateforme ou pas. D'ailleurs, ça fait écho un petit peu au témoignage de Stanislas tout à l'heure, qui disait qu'il avait été étonné de la rapidité d'intervention d'Unilen. Il parlait de 4 heures pour collecter 45 000 euros. En réalité, il a effectivement obtenu ces 45 000 euros sous 4 heures, mais la période de souscription a duré 9 jours. Donc à partir du moment où il avait son argent, on a un système d'enchères inversées qui permet de faire baisser le taux moyen pondéré, et c'est lui, à la fin de la période de souscription, qui dit « je prends ou je ne prends pas ». Il avait eu du 7,8% auprès de 212 prêteurs particuliers, et chaque prêteur donc formule une offre de prêt assortie d'un taux d'intérêt entre 4 et 10% sur le carnet d'ordre qui est présenté avec la présentation de l'entreprise. Bon, le cadre réglementaire, vous l'avez compris, on travaille avec des bons de caisse, donc on n'est pas assujetti en fait à la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er octobre 2014. C'est un avantage parce que les personnes morales peuvent prêter plus de 1 000 euros et on n'est pas assujetti à la règle du million d'euros. Aujourd'hui, on finance assez facilement des projets qui vont de 25 à 250 000 euros. Pour vous donner une idée du pourcentage de réussite des campagnes sur le site unilen.fr, il n'y a que 3 projets depuis le lancement de la plateforme qui n'ont pas en fait obtenu leur financement, ce qui est relativement faible. Aujourd'hui, bon ça c'était en date du 14 janvier, on est plutôt à 7,7 millions, c'est pour vous montrer le dynamisme de la communauté de prêteurs. À date, au 14 janvier, on a 85 projets financés, 7,3 millions. L'entreprise qui est présentée ici, mesdames et messieurs, vous connaîtrez peut-être, c'est une entreprise bretonne basée à Lorient qui s'appelle 727 Selbag, qui fabrique de la maroquinerie à base de voiles de bateaux de course au large recyclés. Et donc ils souhaitaient lancer leur ouverture de magasin à Paris. C'est notre premier projet, ils avaient besoin de 100 000 euros. Ils les ont eus en un peu plus de 2 semaines chez nous. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil au premier client qui nous a fait confiance. Depuis, vous avez compris, il y en a eu bien d'autres. Très rapidement, aujourd'hui, à peu près tout le monde peut prêter sur le site unilen.fr. On prête à partir de 20 euros. On a ouvert le champ des possibles de manière à ce que le prêteur puisse découvrir l'offre de service. Le modèle économique est entièrement gratuit côté prêteur. Donc j'alimente mon compte par carte bancaire ou virement. Je choisis mon projet et je formule une offre de prêt entre 4 et 10%. Je peux décaisser l'argent disponible sur mon compte Unilen à tout moment vers ma banque. C'est entièrement gratuit. Unilen prend à sa charge les frais. On peut prêter depuis quelque temps, depuis qu'on est membre, enfin ressortissant de l'espace économique européen, à partir du moment où on a un compte bancaire en France domicilié en euros. Et donc les personnes morales également peuvent prêter. Qui peut emprunter? Alors notre cahier des charges, il est défini par la réglementation du banc de caisse. Les entreprises doivent avoir 3 bilans, avoir déposé 3 bilans, et elles doivent être inscrites au greffe du tribunal de commerce. Donc ça exclut toutes les formes non commerciales. Profession libérale, artisans n'ayant pas la double inscription ne peuvent pas présenter de projet. On est sur des lignes de trésorerie qui vont donc aujourd'hui de 20 à 250 000 euros. On va vraisemblablement au courant de l'année augmenter un petit peu ce montant, puisqu'il n'y a pas de limitation réglementaire de notre côté, et comme on a des ressources qui arrivent assez massivement, on va pouvoir présenter plus de projets. Et les durées de financement, on est vraiment sur du financement court terme, 24-60 mois, sachant que le chef d'entreprise a la possibilité à tout moment, sans frais, de rembourser la totalité du capital restant dû. Ça, c'est un autre avantage que l'on met à la disposition des chefs d'entreprise. Il peut saisir une opportunité sur le marché
Et à partir du moment où son projet dégage une marge brute suffisante qui compense largement le taux d'intérêt, il va pouvoir saisir son opportunité et avoir son financement, réaliser son projet et s'il le souhaite rembourser par la suite. Alors le type de financement, je vous l'ai déjà dit très rapidement, c'est de l'amortissable à taux fixe. On sert finalement le taux moyen pondéré le moins cher obtenu sur la période de souscription, à l'issue de la période de souscription. Pas de garantie, pas de caution personnelle, on ne va pas demander une assurance d'essai invalidité, pas de frais cachés. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est effectivement beaucoup plus simple qu'un financement bancaire classique. Quoique le financement bancaire, on peut intervenir en cofinancement ou en syndication avec des établissements bancaires, il n'y a aucun problème. La plupart des banques d'ailleurs, ils voient ça d'un très bon œil parce que, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe, vous savez que les banques en France, elles ont des contraintes réglementaires très lourdes, ce BAL 3, Solvency 2, qui pèsent sur leur haut de bilan, et donc elles peuvent prêter aujourd'hui en volume beaucoup moins d'argent. Et donc c'est souvent les TPE-PME qui en sont les premières victimes, puisqu'on va prêter aux gens qui dégagent le plus de profits, souvent des grosses entreprises. Et les banques sont assez réticentes pour financer tout ce qu'on appelle l'actif circulant dans une entreprise. Parce qu'on a du mal à prendre de garantie là-dessus, et l'offre Unilen, pour en parler, ne demande pas de garantie ni de caution, donc on va pouvoir intervenir notamment sur le fameux BFR. Donc rapidement, on retrouve un petit peu les... C'est dommage que ça n'ait pas été aligné, mais on va retrouver les différents secteurs sur lesquels on peut intervenir. Donc là, c'est des exemples très concrets de projets qu'on a financés. Financer son BFR, recruter, lancer une offre, breveter un produit, renforcer sa trésorerie, développer l'export. En Aquitaine, on a financé une entreprise qui s'appelle Vignoble La Vigne, qui est implantée depuis des générations qui voulait exporter, enfin qui a des franchises en Chine et qui voulait exporter son offre. Ils ont été voir leur chargé d'affaires entreprise. Autant vous dire que le chargé d'affaires entreprise a doucement rigolé quand il a parlé de son projet d'export en Chine. Pourtant, c'est une entreprise qui marche très bien, qui dégage de la marge, qui a une belle CAF. Bref, on a pu l'accompagner sans aucun problème. Alors ça, c'est très rapidement, c'est un petit camembert qui vous montre qu'on intervient vraiment sur quasiment tous les secteurs d'activité, quasiment tous, parce que l'immobilier, non. Marchand de biens, lotisseur, c'est pas notre métier, on ne fera pas. En revanche, toutes les entreprises sur lesquelles on peut mettre en avant de l'exploitation, un cycle d'exploitation, on va pouvoir les accompagner, étudier leurs demandes et la présenter à notre communauté de prêteurs. Il faut bien comprendre que les projets répondent à trois questions. Les trois questions de base en fait d'économie réelle qui sont: qui suis-je, quelle est mon activité, quel est mon besoin, pourquoi j'ai besoin d'argent et comment je vais rembourser. On oublie souvent l'économie, ça doit être simple. Hein. On se rappelle très récemment les turpitudes de Bernard Madoff et des pyramides. Quand on ne comprend pas en économie, on n'y va pas. Voilà. Enfin, c'est une règle de base hein, que les experts comptables appliquent quotidiennement, la transparence, etc. Mais c'est exactement ça. Donc les projets qui sont présentés sur le site internet-unilen.fr doivent répondre à une problématique qui doit être compréhensible par le commun des mortels. Et bien entendu, les prêteurs qui viennent prêter, on les incite parce qu'il y a quelque chose qui a été sous-estimé pendant toute la matinée, je l'ai entendu très peu de fois et c'est très, très important de le souligner, c'est que tous ces gens qui prêtent sur des plateformes ou qui investissent, il y a un risque en contrepartie. Il y a forcément un risque. Quand on prête à entre 4 et 10%, c'est qu'il y a un risque. Donc on invite, nous, tous nos prêteurs, à diversifier au maximum leurs offres de prêt sur les différents projets, de manière à diminuer l'exposition en cas de défaut de paiement. Puisque chez Unilen, c'est le prêteur qui porte le risque de défaut de paiement de l'entreprise. Donc on ne prête que de l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement, puisqu'il y a un risque de liquidité. Tous les mois, je vais avoir un remboursement correspondant à une mensualité composée de capital et d'intérêt en fonction du taux d'intérêt que j'ai choisi. Mais effectivement, l'entreprise peut faire défaut. Donc il faut que je diversifie. Aujourd'hui, le benchmark en matière de taux de défaut que l'on a en tête, c'est de ne pas dépasser de 2,5% de taux de défaut. Et pour le moment, on a eu un défaut de paiement sur les 85 entreprises présentées sur la première année. Donc on est bien en deçà de ce benchmark. C'est vrai qu'on n'a pas trop mal fait notre travail d'analyse de risque pour le moment. Mais ça peut évoluer. Alors, ça c'est le timeline très rapidement. Vous avez compris, Stanislas l'a bien expliqué, ça va très vite chez nous. Le partenariat avec Altares nous permet de sortir de la donnée comptable et donc on est en mesure de se positionner très rapidement sur un projet en disant oui, il est éligible, non, il n'est pas éligible. Ça, c'est quelques exemples très concrets d'entreprises qu'on a financées. On finance pas uniquement que la société d'exploitation, transport, logistique, on a également des domaines un petit peu recherche-développement. Là, c'est une entreprise qui s'appelle Vision Industrie du Ciel, qui est basée à côté d'Orange, qui est le leader français du micro-drone, qui avait besoin de 100 000 €. Ils sont très très développés à
à l'international, et très concrètement, c'est une entreprise qui avait un carnet de commandes bien rempli, elle avait besoin d'acheter du matériel pour le livrer. Donc la réponse était, pour le chef d'entreprise, c'était binaire, c'était je fais ou je ne fais pas. Voilà. Tout à l'heure, on a entendu Stanislas qui parlait effectivement de son besoin. Il a été conseillé, parce qu'on s'appuie énormément sur des experts en financement, et notamment sur la région Aquitaine, par exemple sur le cabinet FIPE Conseil qui est dans la salle, qui accompagnait Stanislas Dantonnet, et on aime avoir finalement ce double regard sur les dossiers, parce qu'on a des experts en région qui connaissent leur secteur, la saisonnalité, leur marché, et nos équipes à Paris qui étudient, et cette double vision sur les projets permet de réduire considérablement le risque de défaut. J'accélère. Très rapidement, la page d'accueil telle qu'elle se présente, vous arrivez sur le site unilen.fr, vous êtes connecté, vous avez alimenté votre compte, vous pouvez choisir le projet auquel vous souhaitez prêter. Vous voyez très rapidement, donc le nombre d'étoiles, c'est un petit peu l'indicateur de risque. Plus il y a d'étoiles et moins l'entreprise est risquée. Ça, c'est nos équipes d'analyse de risque qui le font. Le montant demandé, la durée, le taux d'intérêt actuel du taux moyen pondéré et le nombre de jours restants pour pouvoir prêter au projet. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer la dynamique de notre comité de prêteurs. On est pour atteindre 100 000 euros lors de nos logements, il fallait 21 jours, et là, en mai 2014, il nous fallait plus que 5 jours. C'est un phénomène extrêmement vertueux puisque chaque projet apporte de nouveaux prêteurs et chaque prêteur permet de financer de plus en plus de projets. Et comme les prêteurs prêtent en moyenne à plusieurs projets pour diversifier leurs risques, on est dans une logique exponentielle au niveau des financements des entreprises proposées. Très rapidement, pour conclure, une petite infographie sur les chiffres de notre activité la première année, et qui vient en écho de ce que je vous ai dit sur le caractère exponentiel de la volumétrie des projets financés. 80 projets financés, 6,5 millions, 2602 prêteurs. Donc ça, c'était à mi-novembre. Aujourd'hui, on a 3500 prêteurs actifs sur la plateforme. La répartition géographique, on intervient sur toute la France et sur les DOM. On oublie souvent les DOM, mais il y a une grosse problématique de financement dans les départements d'outre-mer. On intervient, il n'y a pas de problème. Et vous avez quelques chiffres qui vous montrent le taux moyen pour financer un projet, 15 jours, 7 heures. Vous retrouverez tous ces éléments sur notre site unilen.fr, avec en plus quelques records de financement qui vous permettent de voir. Aujourd'hui, le prêteur type, c'est un homme, 41 ans, plutôt région parisienne, etc. Mais on espère avoir de plus en plus de prêteurs en région Aquitaine. Donc venez nous visiter. Et vous avez des petites cartes que j'ai laissées sur les guéridons pour prêter. On vous offre 20 € avant la fin du mois. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, c'était deux plateformes pour les startups, TPE, PME. Et puis on laisse la parole à Aurélia Van Cotte pour responsable des campagnes LOSO pour les associations. C'est branché, allez-y. Ah, c'est prêt, c'est vrai, c'est prêt. Bonjour, je m'appelle Aurélia Van Cotte, je suis responsable des campagnes chez LOSO. C'est pas branché. Allô? Alors, je sais plus quoi faire. Voilà. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Je vais faire un essai parce que... Très bien, pas très compliqué. Bonjour, je m'appelle Aurélia Van Cotte, je suis responsable des campagnes chez LOSO. Donc je sais qu'on a peu de temps et j'avais pas mal de slides. Je pensais qu'on avait 15 minutes, on passe à 7, donc je vais aller extrêmement vite, je vais même en passer. Je viens aujourd'hui intervenir au nom d'LOSO, qui est une plateforme de collecte qui est destinée au secteur associatif en France. Je vais nous présenter par la suite, mais pour l'instant je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, effectivement, on vient vous parler du soutien au projet de financement participatif. Pour ça, on va commencer très simplement par une vision globale et assez connue par tout le monde d'Internet aujourd'hui et de l'économie passant par Internet. Il y a énormément de projets aujourd'hui qui arrivent et qui bouleversent complètement Internet aujourd'hui. Les projets que vous connaissez comme Airbnb, Blablacar, covoiturage, etc. qui permettent à vous, utilisateurs, à moi, utilisatrice, et à plein de parcours économiques classiques, de trouver une alternative aux voies classiques de financement, de partage ou d'achat.
Aujourd'hui, du coup, la consommation collaborative et la finance participative a vraiment des facteurs spécifiques et vraiment prouve aujourd'hui en France que l'horizontalité, la transparence, le choix qu'on peut avoir parmi tous les sites internet alternatifs aujourd'hui, en tout cas au financement alternatif, peuvent déjà réussir et fonctionnent la plupart du temps car ils rapprochent le contributeur du bénéficiaire. Donc c'est vraiment une personne qui veut financer un projet aujourd'hui, peut investir et permettre à un porteur de projet, à une entreprise, enfin, comme on l'a présenté je pense depuis ce matin, d'accéder à son objectif et de financer son projet. On a tous le même schéma, en tout cas plus ou moins, mais enfin qui va toujours vers le même... exactement. vers la même prise de parole, c'est qu'aujourd'hui une foule, plusieurs personnes, en investissant dans un projet, peuvent l'aider à voir le jour. Et l'OASO, nous on est spécialisé dans le don, donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les chiffres que je vous montre aujourd'hui et là correspondent vraiment aux dons collectés par les campagnes de crowdfunding. Donc en 2013, 78 millions, un peu plus, d'euros collectés grâce à des campagnes de crowdfunding en France. On n'a pas les chiffres 2014 encore, hein, mais on va bientôt actualiser cette présentation. Donc c'est vraiment une évolution importante depuis les 3 dernières années qui montre qu'aujourd'hui le crowdfunding a vraiment sa place et que les gens ont vraiment envie d'investir personnellement dans des projets et de prendre la décision d'aider tel ou tel porteur à réussir. Je vais me retourner aussi. En 2013, il y a 95% des personnes qui ont soutenu un projet qui ont utilisé la forme du don, donc avec ou sans contrepartie, ce qui est différencié. Donc 95% des personnes qui décident de soutenir un projet via le don. C'est un montant moyen de don de 63 €, qui est une somme assez importante et qui a permis évidemment à un nombre de projets de réussir. Et un projet sur 2 atteint son objectif de financement. C'est-à-dire que sur la plupart des plateformes de crowdfunding, on met un projet en ligne, on a un objectif de collecte. À savoir que tous les objectifs ne sont pas atteints. Sur notre plateforme, on a une particularité, c'est qu'on reverse à la structure qui s'inscrit que l'objectif soit atteint ou non. Mais la plupart des autres acteurs, effectivement, du coup, reversent aux contributeurs ou leur demandent, si l'objectif n'a pas été atteint, d'investir dans un autre projet de la plateforme. Le crowdfunding toujours en chiffres, donc du coup avec les différentes typologies de paiement, de transactions qu'on peut avoir, donc dans le crowdfunding, le don, donc du coup qui est notre spécialité dont je vais vous parler plus en détail, le capital dont vous avez sans doute parlé ce matin et le prêt. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Donc le don, de notre côté, c'est avec ou sans contrepartie, ça dépend. C'est vraiment le soutien financier à un projet avec un abondant de sa mise en fait. On met de l'argent et on ne peut pas le récupérer. Donc ça n'a rien à voir avec le prêt qui du coup suppose un remboursement avec ou sans intérêt par la suite, ou encore avec l'investissement dans le capital qui suppose une rémunération à long terme par la suite. Le don, c'est qu'on met de l'argent, on ne pense pas le récupérer. Mais évidemment, avec le principe de contrepartie et donc de prévente, comme disait Cédric, il y a évidemment la possibilité d'avoir en échange un objet, quelque chose qu'on souhaite obtenir et pour quoi on a investi. Le choix de la plateforme de crowdfunding, du coup, doit être par le contributeur quelque chose de réfléchi du fait de différents facteurs. Déjà, il y a premièrement le type de plateforme, évidemment, donc si on veut faire un don avec contrepartie, si on veut faire un prêt, si on veut investir dans le capital, c'est un choix à avoir au préalable. Il faut savoir ce qu'on veut faire, quel type de transaction et d'investissement on veut opérer. Et la nature des projets, évidemment, il y a beaucoup de plateformes qui, comme nous, du coup, permettent, enfin, en tout cas, recensent une typologie variée de projets. Nous, c'est que associatif, mais c'est dans tous les secteurs, caritatifs, culturels, sportifs, etc. Et il y a d'autres structures qui se focusent plus sur d'autres secteurs. Et il y a par exemple des sites qui sont spécialisés dans le financement de la BD. Donc voilà, il faut vraiment faire un choix sur le type de structure qu'on veut, par lequel on veut financer des projets. Il y a la règle de tout ou rien, comme je vous disais, la possibilité pour certains porteurs de projets de récupérer leur collecte, même si les objectifs n'ont pas été atteints, parce que la plateforme estime qu'ils en ont besoin, comme nous qui reversons aux associations, parce qu'on estime que l'objectif soit atteint ou pas, elles pourront réinvestir l'argent dans quelque chose d'utile. D'autres plateformes ne le font pas.
Et le modèle de tarification. Des plateformes prennent de la commission, d'autres non. C'est à nous, utilisateurs qui voulons investir, de savoir où nous investissons et comment notre argent va être géré par la suite. Du coup, déjà, premièrement, un investisseur, une personne qui veut investir dans un projet, n'arrive pas sur une plateforme de financement participatif par hasard. En général, le porteur de projet, le projet, a mis en place une stratégie de communication pour faire vivre sa campagne. Du coup, une personne, qu'elle soit de l'entourage proche, éloigné ou du grand public, arrive à financer une structure par différents appels de communication. Donc, soit par contact téléphonique, email personnalisé, email groupé quand on a l'entourage proche. Mon père, demain, veut financer un projet, il m'appellera pour me demander de lui faire un don. En entourage éloigné, c'est plutôt les emails et les réseaux sociaux. Donc nous, on conseille énormément aux associations de mettre en place une communication diverse et variée sur des supports, des canaux de communication grand public, qui permettent du coup à des collègues, à des personnes moins proches, de contacter des collègues, de dire voilà, aujourd'hui j'ai un projet que je voudrais que tu finances, pourrais-tu aller sur ce lien, éventuellement me faire un don. Et pour le grand public, donc souvent la presse, etc., donc déjà souvent ça rejaillit des deux premières sollicitations et de la réputation, de la communication qu'on a fait autour du projet, mais c'est en soi évidemment plus de relations presse, de partenariats et de réseaux sociaux qui font en sorte que le grand public, donc des gens qu'on ne connaît pas à la base, vont venir financer notre projet. Nous, on préconise vraiment aux associations qui sont chez nous de fonctionner sous cet ordre-là de sollicitation pour qu'elles puissent toucher le plus grand nombre et atteindre leurs objectifs de collecte. Pour les internautes, donc les personnes évidemment qui veulent soutenir un projet, comme je disais, il y a le choix de la plateforme et aussi le choix de la structure à laquelle on veut faire un don. Donc même si on est mené vers un don particulier par la sollicitation du porteur de projet qui vous a envoyé le lien vers sa page, il y a quand même la possibilité sur une plateforme ensuite de vouloir faire un don à quelqu'un d'autre, à une autre structure, disons. Donc nous, par exemple, chez Hello Asso, on a un moteur de recherche, mais comme tous mes camarades ici, qui permet du coup d'accéder à la totalité des projets qui sont hébergés sur la plateforme et de pouvoir voir si on veut investir ou non chez un autre, pour un autre projet. Il y a également la recherche par affinité, qui du coup est plus de l'ordre de la... Enfin, en gros, on essaie de chercher ce qui est près de chez nous, ce qui est proche de nous. Donc du coup, quelqu'un qui arrive sur Hello Asso, par exemple, peut se dire j'ai envie de financer un projet local qui est à côté de chez moi. Donc peut du coup accéder à une carte qui liste la totalité des projets. Bon, il y en a pas, parce qu'on en a plus de 4000 aujourd'hui, là c'est des associations de la plateforme, et qui du coup peut regarder les associations qui sont près de chez lui et dire je veux faire un don à une plateforme qui est proche de ma zone géographique. Ou encore la recherche en affinité par les réseaux sociaux. Donc par exemple on a un module nous, de recherche Facebook qui permet de savoir qui de nos amis soutient quoi. Du coup on peut peut-être se rapprocher de ça et se dire éventuellement j'ai envie de soutenir la même chose que mon ami. Il y a aussi le choix de la campagne. Donc nous, on préconise aux associations de créer, en plus de la communication à la base, une belle page de campagne. Je vous donne un exemple de page qui a été faite par la Banque alimentaire de Gironde, qui a atteint son objectif avec 202 donateurs, et qui a du coup, avec notre accompagnement, créé une page de campagne qui donnait envie de donner, qui montrait vidéos, photos, qui illustrait l'action, et qui rendait la page dynamique. C'est extrêmement important, ça, en crowdfunding, de pouvoir présenter une page qui donne envie de donner aux internautes. Et évidemment, dans le don, dans le financement participatif, il y a le choix de la contrepartie. Donc vraiment, il y a des gens qui donnent en fonction de la contrepartie. Alors chez nous, c'est associatif, donc il y a moins de... Il y a de la contrepartie, mais souvent, en contrepartie de votre don, ce qui vous est donné, c'est un reçu fiscal, ce qui est déjà une contrepartie complètement honorable. Mais il y a beaucoup d'associations chez nous qui travaillent du coup à étayer, à travailler vraiment leur contrepartie. Donc, je vous donne quelques petits exemples. On a une compagnie de théâtre qui a fait une grille de dons qui allait jusqu'à 100 000 euros pour un peu l'amusement, mais qui en gros donnait pour contrepartie, par exemple à 50 euros, en plus du premier rang lors de nos spectacles, on vous garde dans nos petits papiers. Pour 100 euros, avec un don comme celui-ci, on vous transmet un petit colis pour la poste, surprise, etc. Donc évidemment, la possibilité de faire un don et de savoir qu'on va recevoir quelque chose, qu'on est vraiment intégré dans le financement, qu'on va participer, en gros, faire partie de la famille de l'association, et que éventuellement on recevra quelque chose en contrepartie de son investissement. Donc Hello Asso, je vous l'ai déjà dit, ah oui, ça a un peu...
Calais, effectivement. Donc on est une plateforme qui est consacrée au secteur associatif, qui permet aux associations de toute la France de collecter en ligne uniquement des dons, donc avec ou sans contrepartie. Aujourd'hui, on a plus de 4000 associations, 4300, avec 9 millions d'euros collectés depuis 2010. Donc on est la première plateforme qui est consacrée au secteur associatif. En plus du crowdfunding, on permet aux associations de gérer des campagnes d'adhésion, également des billetteries en ligne, toujours gratuitement, car notre modèle économique est particulier, on ne prend nous aucune commission sur les campagnes faites. L'association, si un don de 10 € lui est fait, touche 10 €. Simplement l'internaute, la personne qui fait un don pour sa structure, peut, s'il le souhaite, laisser un pourboire en plus pour Hello Asso, et le fait qu'on puisse continuer, nous, à proposer un service gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Alors on va continuer à essayer de faire aussi vite, d'être aussi concis, précis. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais me lever aussi pour me dégourdir un peu les jambes, c'est plus agréable. Je m'appelle Julien Borg, je suis donc le cofondateur de Fondovino, qui est un premier site de financement participatif dédié uniquement à l'univers du vin et à la filière viticole. Donc il s'agit d'un site qu'on appelle vertical, dédié donc à un secteur qui est très important en France, puisque la France c'est le premier consommateur à la fois et le premier producteur de vin, qui a repris ces 2 premières places cette année, mais qui est aussi toujours historiquement entre la première et la 2e place, en concurrence avec les États-Unis. 550 000 emplois directs et indirects, 142 000 vignerons en France, et c'est le 2e secteur d'exportation en termes d'excédent commercial, avec plus de 7 milliards d'euros dégagés chaque année, donc un secteur très important qui mérite une plateforme qui lui est dédiée. Sur le modèle du don contre don, on ne va pas revenir dessus, ça a été bien expliqué, donc don contre don, don en nature, contrepartie, en numéraire, contrepartie en nature. Le financement donc s'adresse permet d'accéder en fait à du financement pour des porteurs de projets qui sont donc des acteurs de la filière, des cavistes, des vignerons, mais aussi des artisans, fabricants de matériel, ça peut être de la traction animale et plein d'autres produits, mais aussi tout ce qui est projet onotouristique et culturel et qui vise à faire découvrir les métiers du vin, ses acteurs et faire partager pour les amateurs bien évidemment la passion. Le site est aussi accessible en langue anglaise, c'est non négligeable. Aujourd'hui 20% du trafic sur le site vient en dehors de France. Les investisseurs auxquels s'adresse Fondovino sont en affinité avec ce secteur et ce sont donc en général des amateurs et des passionnés de vin, toujours avec modération bien sûr. La bonne nouvelle qui est arrivée à Fondovino, c'est que nous sommes lauréats du prix d'innovation qui a été décerné le 8 janvier dernier par la revue du vin de France, qui est un signe à la fois de reconnaissance pour notre initiative, mais aussi d'encouragement pour les acteurs de la filière, qui ne sont pas forcément non plus des technophiles et des professionnels de l'Internet, de finalement s'engager un petit peu dans cette nouveau canal d'accès à du financement, qui est le financement participatif. Alors, le don contre don, très rapidement, je reviens quand même dessus, parce que ça a été dit, mais c'était quand même un contrat moral, à la différence de la prise de participation ou d'un prêt, c'est l'irréputation ou la réputation du porteur du projet qui l'engage, et donc sa capacité à honorer la réalisation de son projet s'il accède à son financement, et bien évidemment à délivrer ses contreparties. Donc il est absolument de son intérêt de respecter son engagement, sinon il va perdre toute sa crédibilité et quelque part les ambassadeurs qui auraient supporté son projet et qui auraient dit après leur mécontentement sur Internet. D'où la nécessité de sélection des projets. Alors pas de critères forcément d'expertise comptable ou d'évaluation adossée à un cabinet avec un taux, parce qu'on est sur du don et c'est plutôt sur des financements de projets inférieurs à 10 000 €, plutôt des micro-projets. Et donc avec des contreparties instantanées, donc pas de retour. Il peut y avoir de temps en temps sur 1 an ou 2 ans par rapport à des temps d'élevage et des livraisons, sachant qu'en général les contreparties sont pas exclusivement mais quand même des bouteilles de vin. Et effectivement, l'idée c'est qu'au financement du projet, le vigneron déstocke une partie
du vin et de ses cuvées et va pouvoir délivrer très rapidement les autres contreparties. Mais c'est pas que des bouteilles de vin, ça peut être des dégustations, ça peut être des plaques honorifiques sur des cuves ou à l'entrée de chais, des visites du domaine, des invitations à des repas de pollet et de vendanges, donc des choses assez simples. Effectivement, une adéquation affinitaire entre le donateur et le projet soutenu, mais ça a été très bien expliqué auparavant. Et bien sûr, sur le don contre don, un faible risque, quelques chiffres, on vous donnera quelques chiffres après, mais les montants donc, des projets sont plutôt des micro-projets. Et l'investissement moyen, on reviendra dessus, mais je le dis maintenant, est de 160 €. Donc un investissement 2,5 fois supérieur à l'investissement moyen des autres plateformes, mais qui reste malgré tout faible en termes de préjudice, dans le risque où le porteur de projet n'honorerait pas les contreparties d'un projet financé avec succès. Je vais revenir dessus. Très rapidement, je passe, mais les clés pour lancer un projet, ça a été bien expliqué, mais on est dans l'appel au financement auprès d'un particulier, d'un individu qui ne vous connaît pas forcément. Donc il y a un côté émotionnel, il y a un côté affectif. C'est très important d'avoir une identification d'un besoin, on doit comprendre le projet. Les images et la vidéo aujourd'hui sont indispensables, c'est ce qui permet justement de donner cette émotion et de faire passer souvent son message, sa personnalité, sa motivation. Une pyramide de contrepartie avec différents paliers de dons qui permet à chacun, s'il est séduit par le projet, finalement de pouvoir choisir une contrepartie si possible originale. Une présence attractive sur les réseaux sociaux, ça a été très bien rappelé, et le nécessaire amorçage de l'activation de la campagne par le premier cercle qui sont les amis, la famille, et qui permettent par effet de capillarité de toucher un deuxième cercle et un troisième cercle qui sont les amis de vos amis et les amis de vos amis de vos amis. Et puis une communication régulière, bien sûr, pendant la campagne. Quand on est en campagne, ça a été très bien dit aussi, on est l'ambassadeur, on est comme dans une campagne pour être délégué de classe, ou comme dans une campagne pour être élu municipal. On va sur le terrain, on est sur les réseaux sociaux, on est réactif envers les gens qui souhaitent nous contacter, et encore une fois, on fait vivre sa campagne et son projet, puisque c'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps. Perdurer dans le temps parce qu'un projet qui est financé va permettre de le réaliser et donc d'améliorer et de monter en qualité dans son métier ou dans ses vins en l'occurrence. Donc soutenir un projet sur Fondovino, à la différence d'autres plateformes où il peut y avoir un appel, un pré-appel, et donc avant la souscription, le projet est mis en ligne, mais la collecte de fonds n'est pas amorcée. Sur Fondovino, dès qu'un projet est en ligne, effectivement, on peut tout de suite participer à son financement. Les contributions côté investisseurs qui souhaiteraient soutenir sont effectuées uniquement par carte bancaire aujourd'hui. On travaille sur une solution pour permettre le virement, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, et ça permet aussi, en même temps qu'on choisit, de choisir sa contrepartie. Et donc c'est la règle du tout ou rien, ce qui a été un petit peu brièvement décrite par Aurélie. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres plateformes où, quel que soit le montant collecté, vous pouvez partiellement donc, toucher l'objectif et recevoir les fonds en tant que porteur. En ce qui concerne Fondovino, les fonds doivent atteindre 100% de l'objectif ou les dépasser, et à ce moment-là, ils sont versés au porteur de projet, et le porteur de projet honore ses contreparties en les envoyant au donateur. Au cas où l'opération de levée est un échec, effectivement, elle est neutre pour le porteur de projet, puisqu'il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de commission sur projet non financé, et les donateurs, eux, sont automatiquement remboursés sur leur compte de monnaie électronique, et par la suite, soit ils peuvent réaffecter le montant de cette contribution sur un autre projet, ou très simplement par une interface, ils rentrent leur numéro IBAN de leur RIB et ils se font automatiquement et gratuitement, sans frais, rembourser sur leur compte bancaire. Donc c'est très, très simple, transparent, et bien, hélas, les contreparties ne sont pas honorées puisque le projet n'est pas financé. Pourquoi Fondovino? Pour ceux qui aiment le vin, c'est l'occasion de retrouver tout de suite une plateforme qui adresse des projets qui les touchent, donc pour aussi être mis en relation avec d'autres personnes sans forcément passer par les réseaux sociaux, mais directement par une plateforme avec une communauté qui partage donc cette affinité.
les contreparties aussi, bien sûr, qui sont en adéquation avec les attentes des passionnés. Et puis, nous sommes assez jeunes, puisque nous nous sommes lancés le 15 août 2004, donc nous avons des chiffres qui sont honorables, mais qui ne sont pas encore en millions, comme nos partenaires des plateformes précédentes qui se sont présentés. Cependant, effectivement, on est assez dans les clous, avec un projet sur 2 aujourd'hui financé, qui s'explique en fait par l'élément clé qui est la capacité du porteur de projet à être un bon ambassadeur, un bon animateur de sa campagne. Et finalement, on voit que les projets sur Fondovino qui n'ont pas été financés n'ont quasiment même pas décollé du tout, ou ont très peu décollé, car il n'y a pas eu l'amorçage adéquat qui a été fait au lancement. Cependant, on a pu financer 8 projets et collecter près de 100 000 €, avec un montant moyen de projet financé de 9 000 € et donc un don moyen de 158 €, là où sur les plateformes généralistes de dons, le don moyen est plutôt de 63 € et le montant des projets financés plutôt de l'ordre de 3 500 à 4 000 €. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Vort. Fondovino. Voilà, ça va être dur hein, pour Monsieur Rocher, dernier intervenant avant Martin, président de l'IMO pour l'immobilier. On va vous demander, j'ai vu que vous aviez beaucoup de diapositives, alors donc je ne sais pas si vous pouvez en supprimer quelques-unes au passage ou piquer dessus. Je vais voir. Je compte sur vous. Enfin, ça y est, c'est moi le dernier. Bien, je suis Gilles Rocher, je suis le président et le fondateur de l'IMO. Je vais vous expliquer les différences, surtout par rapport à tout ce que vous avez entendu ce matin, puisqu'il y a un certain nombre de différences. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IMO? Là, je passe, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, qu'est-ce que c'est l'IMO? Nous aussi, nous sommes numéro 1. Donc, on est tous sur un marché nouveau, très neuf, donc on est tous numéro 1. L'IMO est aussi numéro 1. C'est le numéro 1 du financement participatif dédié à la promotion immobilière. Qu'est-ce que fait l'IMO? L'IMO est un promoteur, mais qui a un outil. Et cet outil est une plateforme de financement participatif qu'il utilise pour ses propres projets et qu'il va mettre à disposition à court terme à des tiers, des petits opérateurs, sur des opérations ciblées. Je vais m'arrêter sur ce graphique-là parce que c'est celui-là qui va vous permettre de bien comprendre les différences. Tous mes confrères qui vous ont présenté leurs activités vous ont tous décrit un schéma qui est le schéma de droite. Ils vous ont tous décrit leur activité comme étant une activité de plateforme dont l'objectif est de rassembler des porteurs de projets d'un côté et d'autre part de rassembler des prêteurs d'argent. D'accord ? Donc, ils doivent gérer de manière parallèle 2 segments d'activité. Une croissance de prêteurs et une croissance d'apporteurs de dossiers. Ce qu'on appelle chez nous, ils doivent maîtriser leur deal flow. Voilà, parce qu'on fait beaucoup d'anglicisme, ça nous donne l'impression d'être très intelligent. La grande différence de l'IMO par rapport à la somme de ces plateformes, c'est que l'IMO est sa propre plateforme. C'est-à-dire que l'IMO ne collecte de l'argent que pour ses propres projets. Pourquoi ? Parce que l'IMO est un promoteur. Et vous savez tous que tous les escrocs sont dans la promotion immobilière. C'est bien connu. Donc le seul moyen pour prêter de l'argent à un promoteur, c'est d'avoir quelqu'un qui va être garant de ce prêt et qui va maîtriser l'intégralité des flux financiers. Il me semble donc complètement illusoire d'imaginer qu'une plateforme puisse garantir à des prêteurs que les fonds qu'elle va allouer à son apporteur de projet sera bien affecté à l'endroit où il doit être affecté. De ce fait, j'ai décidé de n'apporter ma plateforme qu'à des projets que je maîtrise. Donc quand je dis que je maîtrise, ça veut dire que l'IMO n'intervient que sur des opérations sur lesquelles elle est majoritaire et sur lesquelles elle contrôle intégralement la somme des flux financiers. Qu'est-ce que fait l'IMO? L'IMO est spécialisé dans la mini-résidence. Donc vous avez bien compris qu'au départ, l'IMO est un promoteur qui a mis en œuvre un modèle économique de promotion immobilière très différenciant, puisque l'IMO ne fait que de la mini-résidence, des opérations de moins de 15 logements. Alors c'est complètement antinomique avec tout ce que les promoteurs ont pu vous dire depuis des décennies. Il se trouve que moi je dirigeais des grands groupes de promotion immobilière et courant 2010, je me suis bien rendu compte qu'il fallait faire de l'immobilier différemment.
Et donc j'ai imaginé un mode opératoire qui nous permet d'être très rentable sur du petit. Et quand on fait du petit dans la promotion immobilière, on peut aller vite. Et quand on va vite, eh bien, on se met en conformité avec l'esprit du crowdfunding. Parce que ça, dans mon analyse, c'est quelque chose qui doit être ultra rapide. Donc si je fais petit, j'ai moins de voisins, forcément, puisque j'ai pas une grosse copropriété. Donc j'ai moins de voisins. Si j'ai peu de voisins, j'ai moins de charges. Donc c'est un outil, c'est un atout opérationnel absolument indéniable. Puisque je suis petit, je suis sur des petits terrains, je suis mieux placé. Et enfin, surtout, mais ça, on peut pas trop le mettre en avant, je n'ai pas d'obligation de construction de logement social, puisque la production de logement social a été transférée sur les promoteurs, et sur chaque opération, en fonction des villes, généralement de plus de 20 lots, vous avez une obligation en tant que promoteur de construire du logement social, qui est une charge supplémentaire, c'est une taxe déguisée, qui a pour conséquence, dans des opérations de volumétrie importante, de reporter la perte du logement social sur le logement libre. Donc si dans mes opérations, j'ai pas de logement social, je serai moins cher. C'est ça la conséquence. Donc ça n'a que des avantages. Alors bon, moi je suis le vieux et j'ai des jeunes. C'est ça le mot d'ordre. Ça c'est notre développement. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, parce que ça c'est essentiel. Dans l'IMO, vous avez bien compris qu'on a deux métiers. Donc on a une plateforme qui est en croissance ultra rapide. Et notre difficulté, c'est de faire croître l'offre de produits au même rythme que la volonté d'investir. Alors pourquoi ça va vite, les inscriptions? Aujourd'hui, on a 4000 membres inscrits. Mais tout simplement parce que notre promesse est simple. On dit aux gens, vous nous apportez de l'argent sous forme d'un emprunt obligataire. Vous avez entendu ce mot plusieurs reprises ce matin. Et nous vous garantissons, tant qu'on garde votre argent, un rendement de 10% par an. Voilà, c'est aussi simple. Pourquoi 10%? Bien sûr, facialement, ça peut paraître impossible, voire suspect. Voilà. Qu'est-ce que l'on finance? Quand on fait de la promotion immobilière, nos partenaires bancaires nous demandent toujours d'apporter en fonds propres 10% du prix de revient global d'un projet. Donc si je fais une petite opération qui a un prix de revient global de 2 millions, moi en tant que promoteur, je dois à chaque fois apporter à minima 200 000 euros. Comme on est en forte croissance, on a nécessité d'avoir un flux de trésorerie disponible toujours plus important. C'est pour ça que j'ai créé cette plateforme. Mais ce 10% de fonds propres ne représente que 10% du prix de revient. On est bien d'accord. Et sur une marge globale d'opération de promotion immobilière qui oscille entre 12 et 15% au global, eh bien 10% de 10%, ça ne fait jamais que 1% de la marge. Donc en fait, on peut facialement présenter des taux de rendement très importants et ça n'impacte pas les bilans des opérations de promotion immobilière. C'est pour ça que on est absolument sans risque à présenter sur des petites résidences bien maîtrisées un rendement de 10% qui est garanti par les actifs que l'on achète. Voilà. Mais il y a toujours un peu de risque tout de même. Voilà, pour finir, un exemple. À 10h ce matin, j'ai signé l'acquisition d'un terrain. On est 182 cours du Médoc. L'opération, pourquoi je vous en parle, elle est déjà bouclée, parce que les métriques dans la collecte de fonds propres dans la promotion immobilière sont beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides que sur les autres segments d'activité. Sur l'opération du cours du Médoc, on avait besoin de 320 000 euros. On a mis 1h30 pour lever 320 000 euros et en fait, on a été sursouscrit de 180%. Donc on a énormément de gens, puisque le français est amoureux de la pierre, on a énormément de personnes qui sont prêtes à nous donner, à nous prêter de l'argent pour l'affecter aux bonnes opérations de promotion immobilière, tout simplement parce qu'on leur garantit du 10% et parce que le sous-jacent, le support, est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par l'ensemble des inscrits sur la base. Donc on n'a aucun problème de croissance de la base parce que j'ai trop de personnes qui veulent investir au regard de notre production immobilière. Donc on est, nous, sur un cycle de développement du produit et non pas de développement de la base de nos investisseurs. Et voilà, j'ai été rapide. Oui, merci beaucoup. Rapide, concis, précis. Merci. Dernière intervention pour la clôture d'ailleurs, c'est Martin Schnapper.
Merci beaucoup. Je vais finir par des choses qui sont moins agréables. En matière de financement, on a parlé d'argent. On va parler maintenant un peu de fiscalité pour vous rappeler un petit peu le cadre fiscal pour terminer cette conférence qui s'applique donc aux opérations de financement participatif. Alors, je ne sais pas si les images vont pouvoir apparaître. Voilà, les images, bon, celle-là, on va peut-être passer rapidement. Voilà. Donc, on vous a rappelé là succinctement, donc ça n'a rien à voir avec la fiscalité, donc l'évolution du financement participatif avec l'historique et le développement des plateformes. Donc, on vous a donné des références en bas sur lesquelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez les supports par mail et vous pourrez avoir des informations complémentaires sur le panorama, les résultats des plateformes de crowdfunding en France. On va passer au support suivant. Alors, j'ai pas la zapette, donc si vous pouvez le faire. Donc des références en termes de documentation, et ensuite sur le slide suivant, la fiscalité donc qui est afférente aux dons. Voilà, la zapette arrive. Merci beaucoup. Voilà, hop, ne lâche pas. Merci. Hop. Voilà, donc je vous rappelle, donc ça a été brièvement dit par morceaux lorsque on a fait les différents intervenants ont pris la parole. Donc je vous rappelle en ce qui concerne le don, donc qui concerne essentiellement le secteur associatif. Vous avez droit à une réduction de 66% pour les associations, donc qui sont les dons aux œuvres, qui sont des œuvres à caractère philanthropique, éducatif, et pour des associations qui sont reconnues d'utilité publique, fondations universitaires ou fondations partenariales. On en parlait dans la première conférence, les dons aux entreprises n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. D'accord ? Pour certains types d'associations, il y a aussi une réduction majorée, mais ce qu'il faut savoir, c'est uniquement donc les dons au secteur associatif qui ouvrent droit à une réduction d'impôt donc de 66% de leur montant avec un plafond. Et je vous rappelle que ça peut aussi fonctionner pour le don avec contrepartie. L'administration fiscale s'est intéressée à la problématique de la contrepartie en disant s'il y a une contrepartie, c'est pas un vrai don. Et donc en fait, elle a plafonné la valeur de la contrepartie pour que ce soit éligible à un don. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une double limite qui est de faible valeur, c'est-à-dire en tout cas inférieure à 65 €, et il ne faut pas que la contrepartie soit supérieure à 25% du montant du don. Au-delà de ce montant-là, si votre contrepartie est trop importante, la personne qui fait le don ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt. Il appartient bien entendu à l'association qui reçoit le don de vous émettre un reçu fiscal. On en parlait tout à l'heure, ça a été rapidement évoqué. Donc c'est la première des contreparties, entre guillemets, c'est la réduction d'impôt dont peut bénéficier le don que vous avez fait. Donc c'est le même régime fiscal, que vous fassiez le don via une plateforme ou que vous fassiez le don directement à une association, le régime fiscal est strictement identique, d'accord ? C'est le régime général du don aux associations. En ce qui concerne la souscription au capital, Philippe Gaborio l'a rapidement évoqué tout à l'heure, deux types de réductions sont possibles, soit une réduction d'impôt sur le revenu, donc le montant de la réduction d'impôt est de 18% du montant de la souscription au capital que vous avez fait, avec un plafond de 9 000 € ou 18 000 € selon le régime, selon votre statut fiscal. Est-ce que vous êtes seul, personne seule imposée ou couple? Donc deux personnes dans le foyer fiscal, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 18 000 €. Deuxième type de réduction qu'avait rapidement évoqué Philippe Gaborio, c'était la réduction d'impôt si vous êtes soumis à l'ISF. Donc vous avez droit à une réduction d'impôt qui, dans ce cas-là, est de 50% du montant, avec un plafond beaucoup plus important puisqu'il est de 45 000 €. Donc vous pouvez par ce biais-là gommer l'ISF si vous y êtes assujetti. Donc bien entendu, ces réductions d'impôt sont valables à la fois si vous souscrivez en direct au capital donc d'une société, ou vous souscrivez au capital d'une société par l'intermédiaire de la plateforme, des différentes plateformes que l'on a vues tout à l'heure. Par contre, je vous rappelle quand même que vous avez un certain nombre de contraintes, notamment, alors je ne les ai pas listées toutes, mais les principales, c'est la nécessité de conserver l'investissement pendant 5 ans. Si vous revendez votre investissement avant 5 ans, la réduction d'impôt peut être reprise, et il y a certaines conditions liées notamment à l'activité de la société ou à sa forme. Donc il faut vérifier que lorsque vous souscrivez au capital, mais normalement la plateforme, on l'a vu tout à l'heure avec Happy Capital, la plateforme vous indique si la souscription est éligible soit à la réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, soit à la réduction d'impôt au titre de l'ISF. Donc normalement la plateforme vous indique
à quelle typologie de réduction d'impôt vous avez droit. Et donc à partir du moment où elle vous l'indique, c'est qu'elle a vérifié qu'elle est éligible à la réduction d'impôt, notamment en termes d'activité ou de taille de société, puisque ce sont les critères qui sont pris en compte. Je vous rappelle par contre que en ce qui concerne les dividendes qui peuvent être versés par la structure auquel vous avez souscrit au capital, il n'y a pas de régime fiscal particulier, donc c'est imposable dans les règles de droit commun, avec une particularité, alors que j'ai pas cité là, mais je vous le rappelle, c'est le plan d'épargne en action, qui est un mode intéressant d'exonération donc des revenus et des plus-values. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc la souscription à des titres via votre plan d'épargne en action que vous pouvez avoir auprès de PEA ou plan d'épargne en action PEA-PME qui est plus récent, vous donne droit à un régime fiscal particulier. Par contre, si vous avez les titres en direct, c'est-à-dire en dehors de votre PEA, c'est le régime de droit commun sur les distributions de dividendes. Et ensuite, le troisième type d'investissement dont on a parlé ce matin, c'est l'investissement sous forme de prêt. Et donc là, je vous rappelle simplement le régime fiscal sur les intérêts que vous allez percevoir. On parlait tout à l'heure donc des intérêts qui sont versés par Viland ou par l'IMO par exemple. Les intérêts sont fiscalisables. Et donc le régime fiscal, c'est une imposition au taux de 24%. Enfin plutôt avec un prélèvement à la source de 24% et une imposition des intérêts au taux marginal d'imposition. Donc en fait ça se rajoute à vos autres revenus et c'est imposable au barème progressif. Le prélèvement à la source étant ce qu'on appelle non libératoire, c'est-à-dire que la plateforme doit vous retenir donc ce prélèvement et ensuite vous l'imputez sur votre impôt sur le revenu. Une petite particularité, si le montant des intérêts que vous avez perçus est inférieur à 2 000 € par an, l'impôt là peut être forfaitaire, c'est un peu technique, excusez-moi, mais peut être forfaitaire à hauteur de 24%. Et je vous rappelle en tout état de cause, les revenus quels qu'ils soient sont soumis à la CSG, CRDS et contribution additionnelle au taux de 15,5%. Voilà à peu près le panorama fiscal donc qui s'applique aux revenus liés au financement participatif. Et j'en profite puisqu'on parle de fiscalité. Vous pouvez noter que la prochaine conférence du Club Phil Aquitaine aura lieu le 13 février, vendredi 13, excusez-nous, on va parler de fiscalité le vendredi 13. C'était un peu un clin d'œil, en fait, on l'a fait exprès. Donc on vous parlera des dispositions, donc des dernières dispositions de la loi de finances 2015. Voilà, je repasse la parole à Jacques pour le mot de conclusion. Alors, d'abord, s'il y a des questions. Voilà, question ici, le micro est-il pas loin? Oui, le micro arrive, mais Eric, il a une voix assez forte. Il va peut-être y arriver comme ça. Je ne vais pas pousser ce matin. Ouais, très bien. Question. Bonjour, donc Eric Michaud, Société Galisto. Vous parlez tous de tout ou rien. Moi, ça me surprend. Alors, pour certains, tout ou rien, qu'est-ce qui pousse à faire ce choix? Est-ce qu'il y a une obligation légale? Voilà. Oui, je commence parce qu'en fait, nous, la particularité, c'est que c'est pas tout ou rien. En fait, voilà, c'est un intermédiaire, c'est-à-dire qu'au démarrage du dossier, en fonction à la fois du prévisionnel, du projet d'entreprise et de ce qu'on estime devoir être le minimum pour que le projet soit viable, on définit un seuil. Donc on définit dès le départ, avant la campagne de levée de fonds, et on l'indique d'ailleurs sur les projets, un seuil à partir duquel on valide la levée de fonds. Et donc dès que le seuil est atteint, la levée de fonds est validée. Sinon, légalement, il n'y a pas de règle. Quoique, normalement, donc là je parle sous... normalement, on parle souvent dans une levée de fonds de sursouscription ou de sous-souscription. Quand on définit normalement via un PV d'Assemblée Générale un montant, on a le droit légalement de lever 15% au-delà de ce montant qui a été défini en AG, mais également la levée en théorie devrait être validée si on a atteint au moins 75% également du montant qu'on cherche à lever. Alors, a priori, j'ai eu pas mal d'échanges avec de nombreux avocats. Il y a peut-être un vide juridique en crowdfunding. En tout cas, l'AMF ne nous ennuie pas avec ça pour l'instant si on valide une levée de fonds à 50%.
Mais peut-être que demain, elle nous demandera de valider les dossiers à minima en ayant récolté 75%. Voilà. Pour compléter, c'est pas le fait de savoir s'il y a ou pas un vide juridique. Il y a un vide juridique. Il n'y a pas de seuil qui est fixé. Je suis désolé, mais il faut être honnête. Quand je disais tout à l'heure que la loi était là pour apporter un cadre, le cadre là, on l'a pas. Il n'y a pas de seuil limité. Pourquoi, en revanche, d'un point de vue plus opérationnel et pratique, les plateformes mettent généralement un seuil? À part une plateforme telle que API, que LOSO, pardonnez-moi, qui n'a pas de seuil limite, mais c'est du don aux associations, donc c'est de la philanthropie en quelque sorte, même totalement de la philanthropie. Donc pourquoi la plupart des plateformes mettent des seuils? Eh bien, là, je reviens à ma notion de consommateur, pour rassurer le consommateur. Quand je dis consommateur, pour moi, d'un point de vue juridique, au titre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est Internet, c'est un service de communication au public en ligne. Service, qui dit service dit prestation, qui dit prestation dit consommation. C'est pour ça que je parle de consommateur. Le seuil est là pour rassurer. Excusez-moi, je veux juste préciser ma question peut-être. Alors pour l'equity, j'ai bien compris, ça se comprend, je n'ai pas de remarque là-dessus. Par contre, on parlait ce matin, je crois que c'est au niveau de... Si on arrivait, par exemple, on cherchait 20 000 euros, prêt participatif, on arrive à 19 500. Si le seuil de 20 000 n'est pas atteint, on perd tout. Je trouve, moi, personnellement, je comprends pas. On perd rien, on ne gagne... C'est pas non, mais ce que je veux dire, c'est pas qu'on perd en rien, c'est qu'on n'a pas ces 19 500, puisqu'on n'a pas atteint ce seuil. C'est une autre logique qui est de dire on finance un projet. Et donc le tout ou rien, c'est de dire voilà, mon projet, j'ai besoin de 20 000 pour le faire, donc ça veut dire que si j'ai pas 20 000, je peux pas le faire. Donc l'idée, c'est de dire si un porteur de projet a dit qu'il avait un projet qui nécessite 20 000 euros, s'il n'a pas les 20 000 euros, ça veut dire que le projet n'est pas faisable. Et donc c'est ça la logique du tout ou rien. Après, ça peut être discuté, mais c'est ça la logique. Juste pour rebondir sur ce que notamment s'il y a un investissement, par exemple, s'il y a un investissement, on parlait de financement, voilà, s'il y a 20 000 à financer, ben, si on n'a pas les 20 000, comment est-ce qu'on fait? Pour rebondir juste sur ce que dit Martin. On termine sur cette question et on passe peut-être à une. C'est exactement une règle de bon sens. C'est du bon sens. Je n'atteins pas le montant souhaité pour financer mon projet, pour le réaliser. On ne va pas débloquer 85% de la somme qui, de toute façon, ne permettront pas au chef d'entreprise de réaliser son projet. Donc les règles du jeu sont définies dès le départ, elles sont connues, elles sont assumées. Maintenant, sur la plupart des plateformes, en tout cas sur Unilen, la plupart du temps, le chef d'entreprise obtient son financement. Donc c'est pas véritablement un problème. Autre question. Le juriste a bien fait. 2 questions devant. Il n'est pas allumé. Allô? Oui. Bonjour, Emmanuel Clémence. Moi, mon métier, c'est de créer du contenu dont l'éloge a été faite par beaucoup d'intervenants ce matin sur la nécessité de structurer la communication, les visuels, l'identité, l'authenticité, l'émotion, etc. pour toutes les bonnes raisons qu'on a vues ici. Mais qu'est-ce qui se passe pour un porteur de projet qui veut financer en fait son projet, qui a des belles idées, qui vient voir les plateformes, sachant qu'il n'a pas encore les sous, en général, pour financer sa jolie communication? C'est l'œuf et la poule, comment on fait? Faire un crowdfunding pour financer sa future com de crowdfunding? Je vais répondre pour la partie Unilen, donc la partie pré-rémunérée. Ce matin, on a entendu beaucoup de choses sur en tout cas, ce qui permet de réussir sa campagne de financement, que ce soit en equity, en prêt ou en don. Ce qui a été évoqué ce matin largement par Cédric, pour ma part, je considère que ça s'applique énormément, enfin plutôt à du don contrepartie ou sans contrepartie, ou à de l'avance de trésorerie à taux zéro. Sur les plateformes de prêts rémunérés telles qu'Unilen, lorsqu'on présente son projet, on n'a pas vocation forcément à animer sa communauté de prêteurs pour faire en sorte que le projet se concrétise. C'est un plus, mais ce n'est pas c'est pas conditionné. Le succès du projet n'est pas conditionné à l'animation de la communauté de prêteurs. Ce matin, on a vraiment eu le sentiment que sur les plateformes de dons, mais c'est peut-être un ressenti personnel, il fallait vraiment mouiller la chemise, le maillot, et c'était presque un travail à temps plein.
pour obtenir et réussir sa campagne. Ce qui est vraisemblablement le cas. Moi, j'ignore tout de la partie don contre contrepartie et avance de trésorerie à taux zéro. Mais sur le prêt, en tout cas, on n'a pas cette problématique. Bien. Autre réponse, donc? Oui, je crois effectivement que c'est dû au panel d'acteurs qui vous ont été présentés ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une campagne de dons, il est nécessaire d'animer la communication pour réussir à mobiliser une communauté autour de son projet et du coup d'atteindre les objectifs qui sont définis au départ, même si des plateformes comme la nôtre, par exemple Reverse, même si l'objectif n'est pas atteint, mais ça c'est le secteur associatif qui veut ça. Aujourd'hui, une communication pour nous ne coûte pas cher, sauf en temps passé, que nous, par exemple, en conseil, on pousse vraiment les associations à mettre en ligne des vidéos qui sont hébergées sur YouTube, Dailymotion et qui expliquent leur action, des photos, à travailler à leur contrepartie. Voilà, c'est juste des contenus assez de base qui animent la page. Nous, après, c'est vraiment du temps passé qui, effectivement, du coup, coûte cher en temps humain. Mais tout ce qui est en support et en contenu, pour nous, ne nécessite pas forcément un investissement financier. Bien, merci. Je vais apporter un dernier complément. Dernier complément, puis après on pose la question suivante. Aussi, voilà, juste effectivement, en général, les plateformes apportent quand même un accompagnement à des porteurs de projets qui souhaitent présenter un projet sur leur plateforme. Donc il y a bien entendu des foires aux questions qui sont présentes, mais on peut être contacté par email, par téléphone, et ensuite on répond aux questions. Il y a souvent des projets qui sont terminés, donc on peut consulter l'historique, comment c'est présenté, comment ça a été suivi, quel est le cycle de vie. Ensuite, effectivement, quand on appelle à des fonds, un minimum, c'est quand même de profiter de faire la promotion de son projet, parce que on peut imaginer qu'un président se présente en campagne présidentielle. J'ai déjà été président, c'est pas la peine que je retourne vous voir. Tout est sur mon site, vous avez qu'à venir, c'est ça. Mais les gens sont sursollicités d'informations, donc il est naturel quand même d'aller un petit peu au-devant et de montrer justement qu'on est motivé pour réaliser son projet. Donc il y a un accompagnement qui sont faits en général par les plateformes, et ensuite, effectivement, dessus peuvent venir se greffer des partenaires tiers, qui sont des agences spécialisées, communication, audiovisuel, community management, qui peuvent, pour des budgets modestes, en fonction des fonds qu'on lève, assister à la campagne et faire d'une pierre plusieurs coups, puisque derrière, ça va permettre aussi aux porteurs de projets, s'ils n'étaient pas à niveau, de se mettre à niveau pour pouvoir bénéficier de ce canal qu'est l'Internet, qui est quand même un énorme canal aujourd'hui pour faire connaître son métier. Merci pour ces trois réponses. Question complémentaire avec madame, ici au 3e rang, et madame au fond. Ça marche. Oui, oui. Donc, messieurs, dames, bonjour. Ma question va plus s'adresser à l'IMO, bien que chacune des présentations a été fort intéressante, mais j'ai une petite prédominance sur l'immobilier. En fait, ça s'articule autour de 3-4 petites questions pour faire plutôt. Je suis tout oui. Alors, tout d'abord, j'ai cru comprendre finalement que le financement, les financements que vous demandez constituent l'apport destiné à faire un financement auprès des banques. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Donc, voilà. Petite question, est-ce qu'il y a déjà eu des projets qui ont été financés et réalisés à ce jour? Comme je vous l'ai dit, on est le numéro 1. Donc si on est le numéro 1, c'est qu'on a fait des sorties. Et on a déjà réalisé 2 sorties sur lesquelles on a effectivement rendu 10% de rendement. Voilà. D'accord, donc il y a eu déjà 2 projets réalisés. Vous me dites 2, oui, mais que 2, entre guillemets. Pourquoi que 2? Parce que les cycles sur une opération de promotion immobilière sont de 3 ans. Il faut 1 an de montage, 6 mois d'acquisition et 1 an et demi de construction-livraison. Donc comme on a été créé en 2013, le gros des sorties ne s'effectuera que l'an prochain. Mais on a déjà réalisé 2 avec succès. D'accord. Ensuite, est-ce que vous appliquez également le principe du tout ou rien? C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites un financement complet? Nous, comme je vous l'ai dit, on n'a pas ce problème puisque malheureusement j'en ai pas assez. Donc les levées que l'on mène sont réalisées en 1 heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est là très largement sursouscrit en très peu de temps. Donc c'est obligatoirement, on est plus dans la maîtrise du projet que l'on met en financement à un degré de maturation suffisant, mais il ne nous est jamais arrivé de ne pas avoir l'argent. Et là, j'en arrive à ma question un peu plus complexe. Donc on est dans une période de contraction économique, même si depuis hier, peut-être qu'il va y avoir une certaine décontraction.
Si j'ai bien compris la façon dont vous fonctionnez, vous êtes à la fois maître d'ouvrage et également maître d'œuvre général. Quid de la maîtrise d'œuvre travaux, c'est-à-dire celui qui va réaliser, puisque le risque va peut-être peser sur la construction? Alors, c'est très simple, on est promoteur. Donc, le métier de promoteur, c'est un métier de chef d'orchestre. Donc, même si l'opération est de petite taille, ça ne nous exonère pas de l'ensemble des obligations légales qui sont dévolues à un promoteur. Donc, de fait, on a obligatoirement ce qu'on appelle un maître d'œuvre d'exécution, qui est un tiers, qui est une structure indépendante, qui a elle-même son assurance, parce que sans intervention d'un maître d'œuvre d'exécution, je vais être un peu technique, nous n'aurions pas de garantie financière d'achèvement. Parce que dans notre modèle, on a toujours un banquier derrière qui amène une garantie financière d'achèvement. Donc, on va, entre guillemets, acheter les fonds propres sur Internet, on sollicite un crédit bancaire court terme, et qu'on va avoir besoin d'utiliser ou non, et après, bien sûr, le banquier amène une garantie financière d'achèvement. Mais pour qu'il amène cette garantie financière d'achèvement, il faut que nous, maîtres d'ouvrage, on donne une mission de contrôle de l'exécution à un bureau indépendant qui est un maître d'œuvre d'exécution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernière question, madame. Oui, je reviens sur l'intervention en fait, de la précédente intervention de Fondovino, où vous évoquiez justement l'importance de communiquer, mettre en ligne son projet. Évidemment, il faut communiquer derrière, campagne, etc. Mais est-ce que vous, les sites de crowdfunding, est-ce que vous-même, vous faites quelle est votre comment dirais-je, la présence que vous développez, que ce soit pour chaque projet ou pour inciter justement à venir sur vos sites, à visiter chaque projet, à les soutenir. Enfin, est-ce que vous avez des campagnes de référencement ou des campagnes de partenariat? Enfin, qu'est-ce que vous faites vous-même? Donc, oui, effectivement, on utilise nos propres pages de réseaux sociaux, donc notamment compte Facebook, Twitter, une chaîne YouTube qui héberge toutes les vidéos des projets qui sont publiés. Et puis, on capitalise aussi sur les retombées presse, qu'elles soient nationales ou régionales, et qu'elles parlent de la plateforme de Fondovino de manière générale, ou qu'elles soient surtout dédiées aux projets en cours et aux porteurs du projet. Donc là, en général, c'est plus la presse régionale qui va faire écho de cela. Donc c'est un travail de préparation en amont de la campagne, ce qui a été très bien expliqué effectivement aussi par Aurélie, où c'est très important, avant le lancement de la campagne, quand même de préparer et d'échanger avec le porteur sur les moyens pour que les actions que nous allons mener se fassent en synergie avec les siennes ou en complémentarité, et que donc il y ait une espèce de boucle de communication qui s'effectue entre la plateforme et les différents réseaux sociaux. Et c'est vrai que de manière générale, les gens, je parle pour Fondovino, mais je pense que c'est pareil sur les autres plateformes, souvent ils arrivent directement sur la page projet. Il y a des boutons de partage en fait sur les pages des projets, des différents sites réseaux sociaux qui permettent de mettre un lien court et de faire très vite circuler. Quand les gens cliquent dessus, ils ne tombent pas sur la page d'accueil du site où ils sont perdus sur tous les projets, ils arrivent directement sur la page d'accueil. Donc il y a cet accompagnement-là qui est mis en place. En parallèle, il y a des campagnes de référencement, d'achat de mots-clés qui peuvent être faits aussi, soit sur Google AdWords, soit sur les réseaux sociaux. Mais après, ça reste, je dirais, un petit peu un échange avec les porteurs et du sur-mesure. Il faut voir que on en a très peu parlé ici, mais à part effectivement Hello Asso, qui est vraiment a vocation à être une activité philanthropique et qui va vivre aussi de la capacité des gens finalement à les remercier d'un geste gracieux pour cela. On a quand même, nous, un modèle économique où on perçoit une commission sur les projets financés qui est de 8%, mais qui intègre l'ensemble des frais, y compris toutes les frais de transaction bancaire et les frais qui sont couverts et en cas de remboursement. Et donc, puisqu'on prélève à personne, mais les partenaires qui sécurisent les transactions électroniques bancaires, eux, prennent des frais sur toutes les transactions. Donc, si à cela on rajoute, nous, un budget d'investissement propre qui est supporté par nous, finalement, on réduit notre marge et on travaille à perte. Donc, le but, c'est quand même de pouvoir aussi faire vivre la plateforme pour permettre aux porteurs de projets d'y accéder et donc de ne pas surdimensionner les investissements de communication qui seraient supportés par Fondovino. Et donc, on encourage plutôt le porteur de projet
à faire ces actions via un budget maîtrisé et limité. Voilà, mais c'est souvent l'accompagnement, il y a des règles générales, mais c'est beaucoup de sur-mesure, en fonction de la présence ou pas, de l'importance de la présence sur les réseaux sociaux, de la connaissance de l'informatique et des réseaux sociaux du porteur de projet, et de sa capacité à pouvoir faire telle ou telle action en complément des nôtres. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. On aura l'occasion dans quelques minutes de pouvoir échanger à nouveau. Je voudrais simplement vous remercier pour votre participation, votre écoute, la qualité aussi de votre écoute et de vos questions. Remercier le Club FID'Aquitaine, son animateur, Martin Schnapper, d'avoir eu l'initiative de cette manifestation autour du financement participatif. Je crois qu'il y a eu un véritable succès. Remercier bien évidemment tous les intervenants, parce que depuis ce matin 9h, il y a eu, je pense, un accord pour dire la qualité des interventions, des apports, des contenus, et puis de la précision dans les différents apports. Merci beaucoup à vous tous, donc, et bravo. Et puis, je vous en prie, vous pouvez applaudir. Nous pouvons nous applaudir. Et puis, vous êtes invités dans le hall d'accueil pour l'apéritif avec la Société Ridcar et FID'Aquitaine qui vous offre ce moment d'échange. Merci à vous.